C'est la question à laquelle Lisa Carayon a accepté de répondre. Bonjour madame. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Vous êtes juriste, maîtresse de conférences à l'université Sorbonne Paris-Nord, spécialiste de l'impact du droit sur les corps. L'étape de lundi du vote au Congrès n'est-elle que de pure forme à votre avis? Non, pas de pure forme, c'est une étape indispensable pour la suite du processus, hein. Le Congrès sera réuni. S'il adopte la loi qui a été proposée dans les mêmes termes à la majorité des 3/5, la Constitution sera modifiée. Probable. Automatiquement? Une fois que c'est voté, c'est modifié. Il n'y a pas de promulgation présidentielle, rien. Si, bien sûr, Ah, je- le texte doit ensuite être promulgué. On pressent, que la question ait une promulgation autour du 8 mars, bien entendu, et ensuite, le texte rentrera en vigueur. Venons-en, Lisa Carayon, à l'article de la Constitution qui va être modifié. Il s'agit de l'article 34. C'est un article qu'on dit procédural, au sens où il définit le domaine de la loi et donc les compétences du législateur. Pourquoi va-t-il accueillir l'IVG? Alors, le choix qui a été fait, est un choix qui est aussi un choix d'équilibre, de compromis politique. La constitution, française telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne contient pas, à strictement parler, de section dédiée à la protection des droits et libertés parce que, dans notre constitution, la protection des droits et libertés est renvoyée, au préambule qui contient notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les principes sociaux qui ont été édictés en 1946. Une possibilité aurait quand même été, de mettre ce texte plutôt dans l'article 1er de la Constitution qui, énonce, la devise de la République, mais aussi, par exemple, les principes de parité dans l'accès, aux emplois publics et dans les représentations. C'est peut-être là que, l'IVG aurait pu être placé si on avait vraiment, voulu symboliquement le consacrer comme un droit, garanti au même titre que les autres. Le choix a été fait de le mettre dans l'article 34 qui définit, comme vous l'avez dit, le domaine de compétence de la loi. C'était un choix, sans doute, un peu de rabaissement, des ambitions de ce texte et ce qui explique aussi sa formulation un peu particulière. Oui, parce qu'il faut citer ce projet de loi qui a été donc adopté hier au Sénat. Il n'y a qu'un seul article. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. La première proposition est un peu obscure pour des non-spécialistes. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté. Pourquoi ne pas avoir écrit la Constitution reconnaît la liberté des femmes d'avoir recours à une IVG? Parce que, précisément, on a choisi, l'article 34 et l'article 34, c'est l'article qui détermine les domaines de compétences, de la loi et donc qui énonce les situations dans lesquelles la loi détermine les principes généraux ou au contraire, le détail de certains domaines et donc la formulation est cohérente avec le reste de l'article. Mais, vous avez raison, cette formulation, elle est un peu, alambiquée. Alors, il y a eu justement tout un débat autour du point de savoir si on allait dire, s'exerce la liberté garantie à la femme ou juste la liberté de la femme d'avoir recours à l'IVG. Le terme de garantie a été, sauvegardé. Vous avez raison, ça a été un des points du débat hier en séance au Sénat. Le mot garantie, voilà, la liberté garantie. Alors, il y a eu des dénégations que moi j'ai trouvées à moitié convaincantes du garde des Sceaux, de la sénatrice socialiste Marie-Pierre de la Gontrie sur l'idée qu'il y avait déjà dans la Constitution des libertés garanties, mais les Républicains ont souligné que non, à leurs yeux, aucune liberté fondamentale inscrite dans la Constitution ne bénéficie de cet adjectif garantie, donc je n'ai pas vérifié, mais selon les Républicains, l'inscription même d'une liberté dans la Constitution revient à lui apporter la garantie de la loi fondamentale. Et de leur point de vue, l'adjectif était donc soit redondant, donc inutile, soit destiné à créer un droit opposable à l'avortement, un droit qui pourrait s'opposer, disent-ils, à la clause de conscience des soignants ou au délai légal qui restreint l'accès à l'IVG. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Elisa Carayon, en tant que juriste, de cette tournure de liberté garantie? Il me semble que dès lors qu'on choisissait de mettre le texte dans l'article 34, écrire liberté garantie était, effectivement une garantie car la loi détermine les conditions dans lesquelles, sans préciser que la liberté est garantie, eh bien très bien, la loi, garantit les conditions dans lesquelles, eh bien ce sera, 3 semaines de délai, ce sera, payant, ce sera, après avoir écouté, le cœur du fœtus. Ce sont, les conditions, que la loi détermine. Donc si on voulait, dire que malgré tout il y avait, une liberté, qui
disons, un cœur que la loi ne pouvait pas atteindre, il fallait trouver une formule qui dise que, malgré tout, il y a des limites à ce que pouvait faire la loi dans les conditions restrictives qu'elle posait à l'accès à l'avortement. Quant au point de savoir si liberté garantie donne un droit plus fort que d'autres lois dans la Constitution, selon moi, l'argument est spécieux. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, on parle de droit naturel et sacré de l'homme. Ça me semble un peu plus fort qu'une liberté garantie. Je reviens à je continue sur cette liberté garantie. Pour justifier de cet adjectif, le garde des Sceaux a argué qu'il allait permettre de guider l'interprétation du Conseil constitutionnel. Donc, en effet, ce que vous nous dites, une fois qu'on choisit l'article 34, qui est un article du domaine de compétence du législateur, on est obligé de préciser un peu l'intention du législateur, enfin du constituant, donc on met garantie. Donc, au-delà des symboles, est-ce que vous ne pensez pas que le Conseil constitutionnel est un peu le grand vainqueur, finalement, de ce projet de réforme de la Constitution? C'est lui, maintenant, qui va peut-être pouvoir interpréter les moyens, seront-ils suffisants ou non pour garantir cette liberté? Alors, gagnant, je ne sais pas, parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel avait déjà le loisir, s'il le souhaitait, de se saisir de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté, sur laquelle il a fondé ses contrôles sur le droit à l'avortement, pour avoir un contrôle beaucoup plus strict que ce qu'il a eu par le passé. Ce n'était pas son choix. Alors, c'est sûr que ce texte va l'aider, au sens où il montre une volonté commune de la nation de protéger particulièrement cette liberté. En revanche, quant à la question de savoir jusqu'où va se porter son contrôle, il faut malgré tout dire que le Conseil constitutionnel reste encadré par des relations politiques avec le Parlement notamment. La question des moyens, par exemple, qui a été beaucoup mise en avant, à ma connaissance, n'a jamais donné lieu à des censures, au sens où le Conseil aurait dit vous n'accordez pas suffisamment de moyens financiers pour que telle ou telle liberté soit garantie. Ça n'est pas le rôle qu'il a choisi de prendre au cours des années. Donc je vois mal ici dans un avenir proche, du moins, le Conseil se saisir de cette formulation pour censurer des projets de loi de finances. Merci beaucoup, Lisa Carayon. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en droit à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Merci. Merci.